Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, depuis son retour à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025, Trump a signé une quarantaine de décrets pour mettre en œuvre son programme politique. Ce qui pose problème, c'est que certains de ces executive orders ne semblent pas respecter la Constitution, ou pourraient au moins dépasser les limites du pouvoir de la présidence. Je pense par exemple au décret qui mène au gel des prêts et des subventions fédérales, à l'appel à la démission de 2,4 millions de fonctionnaires fédéraux, à la fermeture de l'agence USAID ou, last but not least, à la révocation du droit du sol. Alors, depuis le début février, les recours se multiplient contre ces executive orders, et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si ces décrets étaient de simples ballons d'essai pour la nouvelle administration, ou si Trump a préparé des arguments juridiques solides pour les défendre, ou encore, troisième option, s'il compte tout simplement ignorer les décisions de justice qui les bloquent, ce qui nous mènerait vraisemblablement à une crise constitutionnelle. Oui, Romain, avant de raconter les tenants et les aboutissants de cette grande crise juridique qui se prépare aux États-Unis, faut dire une première chose, c'est que les 40 décrets pris depuis le 20 janvier partent vraiment dans tous les sens et on peut voir là une volonté expresse de la part de Trump de sidérer les opinions publiques et les médias. On a parlé de shock and awe, choc et effroi, c'est le nom d'une doctrine utilisée par l'armée sous George Bush, ou encore l'expression flood the zone, inonder la zone, qui était la méthode préconisée par Steve Bannon en 2016. On va se concentrer aujourd'hui sur la politique intérieure, mais cette tactique, elle s'applique également pour la politique internationale. Et je suis vraiment consternée de voir à quel point nous tombons à nouveau tous collectivement, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, dans le piège que nous tend Trump avec cette communication tous azimuts faite pour étourdir les opinions publiques. Mais enfin, c'est pas tout à fait juste de la com. Certains de ces décrets sont véritablement et concrètement appliqués. Et oui, vous avez raison, certaines annonces de Trump ne seront pas forcément suivies d'effet, mais d'autres sont bel et bien déjà appliquées. Vous avez déjà mentionné des exemples comme la fermeture de l'agence USAID, l'agence d'aide internationale. C'est le tour aussi depuis lundi 10 février du CFPB, le Bureau de protection des consommateurs en termes de produits financiers. Une agence qui a été créée après la crise de 2008 pour protéger les consommateurs, grâce entre autres à Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, une sénatrice démocrate marquée assez à gauche. Absolument. Eh bien, le nouveau directeur de cette agence, Russell Vought, qui est très connu parce que c'est l'un des rédacteurs du projet 2025 de la Heritage Foundation, vous savez. Qui était un petit peu la plateforme idéologique de Trump programmatique même, de Trump pour sa campagne. Tout à fait. Eh bien, il a fermé le bureau principal et demandé aux employés de rester chez eux. Mais vous l'avez dit aussi dans l'introduction, on voit les recours juridiques commencer à arriver en masse contre les décrets de Trump. C'est vraiment le contre-pouvoir judiciaire qui se met en place. Et ce qu'on voit, c'est que certaines des actions demandées par les décrets de Trump ont été engagées et puis viennent d'être interrompues à cause d'un recours suspensif. Je vous cite comme exemple ici les jeunes recrues du DOGE, D-O-G-E, ce département dirigé par Elon Musk pour dégraisser l'administration fédérale. Eh bien, tous ces jeunes ingénieurs ont eu accès au système informatique du département du Trésor, ce qui était quand même vraiment inédit. Et puis, un recours est intervenu samedi 8 février, donc ils n'ont plus accès à ces systèmes informatiques. Un dernier exemple, Romain, de ce qui se passe aux États-Unis ces jours-ci, le transfert des prisonniers trans dans les prisons fédérales, d'une prison correspondant à leur genre choisi vers une prison correspondant à leur genre de naissance, avait été annoncé, mais pour l'instant, il est totalement interrompu également. Oui, effectivement, face à ces décisions exécutives, de nombreux recours juridiques sont déjà engagés. Et quelle va être la stratégie de défense de Trump face à ces recours ? C'est là que c'est vraiment intéressant, Romain, parce que le droit n'est pas une science exacte et il y a toujours des jurisprudences en cours qui se contestent, qui se succèdent. Et ça, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, qui est un pays de common law avec une grande importance aux décisions des cours. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les juristes autour de Trump s'appuient sur diverses théories juridiques nouvelles. Alors, je vous en cite une en passant, c'est la Major Question Doctrine, la doctrine de la question majeure, qui a été utilisée par la Cour suprême en 2022 sur les questions environnementales pour limiter les prérogatives de l'Agence de protection de l'environnement. Mais celle dont je voudrais vraiment vous parler aujourd'hui, parce qu'elle est tout à fait centrale, c'est la théorie de l'exécutif unitaire.
Il faut la replacer en première analyse dans le contexte d'un bras de fer qui existe depuis les origines entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Vous savez, dans nos systèmes de démocratie libérale, il y a une séparation des pouvoirs et ces pouvoirs sont dans une lutte plus ou moins larvée, plus ou moins ouverte pour gagner les uns sur les autres. C'est du Montesquieu. Bon, eh bien cette théorie de l'exécutif unitaire, elle porte, comme vous le devinerez aisément, sur le pouvoir exécutif. Jusqu'à présent, les États-Unis ont suivi la théorie pluraliste classique, dans laquelle le pouvoir exécutif est clairement divisé entre, d'une part, l'exécutif présidentiel et, d'autre part, l'exécutif administratif. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'administration fédérale aux États-Unis n'est pas vraiment sous la coupe du président, mais en partie sous la coupe du Congrès, c'est-à-dire du pouvoir législatif, notamment pour certaines nominations et puis, bien sûr, pour le budget. Quant aux agences fédérales indépendantes comme USAID ou le CFPB dont on vient de parler, eh bien, elles sont indépendantes à la fois du Congrès et du président. Or, en 1988, le juge de la Cour suprême très conservateur Antonin Scalia a proposé donc cette théorie de l'exécutif unitaire qui étend les pouvoirs de l'exécutif présidentiel. Elle avait d'ailleurs été appliquée un petit peu sous Bush fils après le 11 septembre 2001. Il s'agissait de lui permettre de mener sa politique de défense avec plus de pouvoir. La théorie se fonde sur une lecture très particulière de l'article 2 de la Constitution, article 2 qui porte sur le pouvoir exécutif. Je sens que vous allez nous plonger dans les délices du droit constitutionnel américain, Laurence. Mais complètement, il y a dans cet article 2 deux expressions qui sont utilisées par Antonin Scalia. La première, dans la section 1, c'est la vesting clause. The executive power shall be vested in a president of the United States. Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis. Et puis, dans la section 3, la take care clause qui explique que le président shall take care that the laws be faithfully executed. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées. Les juristes autour de Trump utilise ces deux expressions de cet article 2 pour dire que le pouvoir exécutif aux États-Unis est placé entre les mains d'une personne unique, le président, et qui est uniquement responsable de l'exécution des lois dans le pays. L'administration n'est pas mentionnée. Et concrètement, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a des conséquences extrêmement concrètes, notamment le fait que le président va exercer un contrôle hiérarchique total sur tous les fonctionnaires de l'exécutif, avec un pouvoir de révocation, et ce, y compris sur les agences indépendantes, celles qu'on a citées, donc USAID, CFPB, peut-être bientôt l'EPA, l'agence sur les questions environnementales, voire certains départements ou ministères, le ministère de l'Éducation, qu'on sait être dans le viseur d'Elon Musk. Les juristes les plus avancés sur cette théorie de l'exécutif unitaire prétendent également que la Constitution donne les pouvoirs budgétaires au président, ce qui là est vraiment complètement en contradiction avec l'article 1 de la Constitution qui donne tous les pouvoirs budgétaires au Congrès, au pouvoir législatif. Bon, une inflation des pouvoirs présidentiels qui s'inscrit finalement tout à fait dans le programme de Trump 2, non ? Oui, un projet d'affaiblissement de l'État fédéral qui correspond aux objectifs des deux courants les plus importants derrière Trump aujourd'hui. D'une part, les libertariens qui veulent détruire l'État par principe philosophique, et d'autre part, les populistes qui veulent pas vraiment détruire l'État, mais ils veulent détruire l'État profond, c'est-à-dire ces élites de Washington qui les méprisent et qui les manipulent. La jonction de ces deux courants sur cette histoire d'affaiblissement de l'État, c'est vraiment un combo splendide et tout à fait paradoxal, parce que pour détruire la machine infernale que représente à leurs yeux l'État fédéral et son administration, il faut, dans un premier temps, décupler la puissance de l'exécutif présidentiel pour qu'il arrive à son résultat. Et la base juridique proposée par les Trumpistes, c'est donc cette théorie de l'exécutif unitaire. C'est très clair, Laurence. Mais si on suit cette théorie, est-ce que Trump va respecter justement ce que diront les juges ? C'est vraiment la grande question. Dans un monde normal, Trump se contenterait de faire appel de ces décisions juridiques qui viennent interrompre l'application de ces décrets. Mais on peut craindre qu'il fasse complètement autre chose, c'est-à-dire ignorer complètement les décisions de justice. Et l'ambiance est plutôt sur ce deuxième point.
Dimanche 9 février, le vice-président J.D. Vance, qui était ulcéré par les recours juridiques qui commençaient à tomber, a tweeté la phrase suivante, je vous la lis, « Les juges n'ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif ». Alors que la séparation du pouvoir, c'est justement ça. Mais ça, c'est J.D. Vance, mais que dit Trump ? En janvier dernier, il y a un mois, la Cour suprême a confirmé une loi ordonnant que TikTok soit vendu à des Américains ou interdit aux États-Unis. Or, Trump, qui depuis quelques mois a changé d'avis sur cette plateforme chinoise, il l'aimait pas et maintenant il l'aime bien, vient de demander au département de la justice de ne pas appliquer la loi confirmée par la Cour suprême pendant 2 mois et demi à partir de maintenant, en justifiant cette décision par le fait que lui, président, détenait la responsabilité constitutionnelle unique de la sécurité nationale du pays. Donc, il passe par-dessus la jurisprudence de la Cour suprême. Si l'exécutif se met à désobéir à des décisions judiciaires, à empiéter sur le pouvoir judiciaire, on va vers une crise constitutionnelle, comme vous l'avez dit. Est-ce que les États-Unis ont déjà connu une situation pareille ? Dans les années 1950, les États du Sud refusaient d'abolir la ségrégation dans les écoles, malgré là aussi une décision Brown versus Board of Education de la Cour suprême, rendue publique en 1954. Mais à cette époque-là, la révolte venait des États fédérés. Et d'ailleurs, le président Eisenhower avait envoyé l'armée. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant parce que ça vient de la Maison-Blanche même. Mais est-ce que les élus ne se révoltent pas là-dessus ? Certains élus démocrates, évidemment, montent au créneau pour dénoncer ce qui se passe, mais pas vraiment de manière concertée, puisque le parti démocrate aujourd'hui est vraiment un petit peu perdu. Et du côté des républicains, soit on soutient Trump, soit on fait silence. On peut peut-être juste parler de Liz Murkowski, une élue d'Alaska, républicaine modérée, qui a dit qu'elle espérait que Trump se contenterait de faire appel des décisions. Alors on parle aujourd'hui du peu de respect que Trump a pour la séparation des pouvoirs, un principe fondamental de la démocratie comme on l'a dit, mais il y a aussi potentiellement une autre énormité à laquelle se prépare Trump, puisqu'il parle régulièrement d'un possible 3e mandat, ce qui est totalement inconstitutionnel, et est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Oui, Trump en parle régulièrement, mais quand même, c'est toujours un peu en termes moqueurs, c'est un petit peu comme une blague. Il l'a fait lors de nombreux meetings. Il est vrai qu'il aura 82 ans en 2028, il voudra peut-être passer à autre chose. Néanmoins, et ça c'est vraiment affreux, en ces temps de courtisanerie vraiment abjecte autour de lui, sa parole, même légère, même blagueuse, est performative. 3 jours après l'investiture, donc en janvier dernier, un représentant du Tennessee qui s'appelle Andy Ogles et qui est républicain a proposé un amendement à la Constitution qui autoriserait les présidents ayant fait 2 mandats non consécutifs, donc comme Trump, à en faire un 3e. Et il y a une chance que cette mesure soit adoptée d'ici 2028 ? Il faudrait remplacer le 22e amendement qui date de 1951 et qui instaure les 2 mandats maximum par un autre. Et ce dernier devrait être voté, attention, aux 2/3 des voix dans les 2 chambres du Congrès, puis ratifié par 3/4 des États. Il y a vraiment aucune chance que ce soit adopté d'ici 2028. Mais alors pourquoi est-ce que Trump a l'air de l'envisager ? Je pense que ça fait d'une part partie de sa stratégie shock and awe, flood the zone dont on a parlé tout à l'heure, pour étourdir là encore l'opinion publique. Une autre explication que je trouve intéressante, c'est qu'en laissant planer cette possibilité d'un 3e mandat, Trump ne va pas devenir aussi vite que prévu un président canard boiteux, lame duck, c'est-à-dire un président dont on sait qu'il va partir, qui n'a plus beaucoup de pouvoir. Et ça va lui permettre de conserver plus longtemps la loyauté des élus républicains. Eh bien, nous verrons donc si Trump marque l'histoire américaine en faisant, comme l'a fait Roosevelt, 4 mandats, puisque c'est après Roosevelt que la Constitution a été amendée une 22e fois. Merci Laurence, et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.